bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle émission de Star Trek pour les nuls. Salut Matou, comment vas-tu? Assez bien. Cool, salut Margot, comment vas-tu? Ça va. Et salut Guillaume, comment vas-tu? Ça va bien. Par contre, je me pose des questions parce que Matou il a répondu genre ouais ça va. Ouais, c'est très rare. J'ai mal aux pieds. Ah mais ouais, c'est pas nous quoi. Parce que moi je me suis dit c'est peut-être nous. On peut peut-être un peu, j'ai tu mal aux vois. pieds. C'est déjà ça. Ah ça va alors. Il a mal aux pieds, mais j'espère qu'il n'aura pas mal à la langue parce que ce soir, vous allez être mis à contribution énormément tous les trois, puisque dans la poursuite de notre recherche du positif dans Star Trek, je l'ai annoncé en démarrage de cette nouvelle génération de Star Trek pour les nuls, le positif dans Star Trek, le sujet nous a été amené par Matou. Nous allons parler d'un arc. C'est Matou qui a demandé, c'est pas toi. Ouais, c'est que moi. Non, c'est pas que lui. Alors déjà c'est faux, c'est pas que lui, punaise. Oh là là, oh ce lèche-cul. Ça fait 3 ans que tu m'en parles, c'est vrai, Guillaume, excuse-moi. Mais non, mais attends, on remet dans les ça choses. fait que 3 mois. Il y a 3 ans, Guillaume, il était stagiaire. D'accord ? Donc, il propose, c'est normal, il fait exploiter et tout. Et donc, moi, à un moment, je trouve l'idée intéressante, je te la propose, je me l'accapare, et puis on la fait ensemble. Donc voilà, classique, on est en 2023, capitalisme, tout ça. Et puis on va lui dire à Guillaume un jour, tu seras à ma place, etc. Et tout, tu vois, t'en fais pas, machin, etc. Voilà. Tu agis comme ça avec moi parce que je suis un handicapé, c'est ça ? Oula. D'ailleurs, en parlant de handicap, il s'agit d'une bande dessinée, donc d'un arc en 4 de la série, de la fameuse série Star Trek 2009, publiée chez IDW, qui a été arrêtée pour être poursuivie chez Podligo et puis je ne sais plus quoi. Et cet arc en 4 a un nom. Que j'ai oublié. En français, on va traduire ça par le conflit Kittomère. De toute façon, en anglais, c'est The Kittomère Conflict. Alors, si tu veux, bon, voilà, tu perds pas grand-chose, quoi. Ça va, il faut pas faire bac+5 pour avoir la traduction. Merci beaucoup. The Kittomère Conflict, le fameux événement de Kittomère dont on parle à plusieurs reprises dans les films et dans les séries Star Trek, mais que, si je ne dis pas de bêtises, on ne voit pas. Alors non, ce qu'il faut préciser avant, comme tu l'as dit, c'est que c'est dans la Kelvin Timeline. Donc ce qui se passe dans ce comics-là ne s'est pas passé de la même façon et pas du tout pareil dans la Prime Timeline en fait. Oui, mais dans les séries originales, on nous en fait mention. Kittomère, c'est pas l'accord de Kittomère qui suit la fin du sixième film. Justement. Il y a les accords de Kittomère et après dans l'Enterprise, tu sais, l'Enterprise viendra d'hier, on apprend qu'il y a une bataille à Kittomère, justement après les accords de Kittomère, dans lequel l'Enterprise C a été héroïque dans la défense de cette zone et les Klingons ont compris qu'à ce moment-là, vu que l'Enterprise C s'était sacrifié pour l'intérêt des Klingons, que les accords de Kittomère n'étaient pas quelque chose de totalement hypocrite et que c'était une vraie alliance avec la Fédération. Pas totalement. Ok. Mais avant de parler de ce comic book, je dois rappeler 2 choses. La première, c'est que nous sommes bien sur les ondes de Galaxy Pop. Et la deuxième, Margot se marre. Et la deuxième, c'est que nous avons. Et à chaque fois que tu fais ça, vraiment. C'est trop cool. Nous avons reçu une question, parce que oui, vous pouvez nous envoyer des questions pour qu'elles soient lues et traitées dans votre podcast favori. Alors, il y a une question de certains Matou. Voilà, exactement. La question de cette semaine vient d'un certain Matou. Il nous dit: quel est votre Kirk préféré? Celui de la KTL, comics compris, celui des films, des séries originales, ou celui qui flirte avec la fillotte de Khan dans Strange New World? Ça, je sais tellement pourquoi il pose la question. Oh là 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 là. Oh là là. Alors, Margot, lequel de ces 4 Elle bosse, Margot. Vous m'en demandez trop. Je pense que je suis incapable de choisir entre le Kirk de TOS et le Kirk de la KTL, très franchement. Pour des raisons différentes, mais je les adore tous les deux, donc ça se joue entre les deux. Bon, celui de SNW,
voilà, Osef un peu quand même. Voilà, pour l'instant, on l'a pas assez vu Après, pour. Voilà. oui, voilà, j'allais dire, il est un petit peu hors compétition parce que on l'a vu, Bah, je c'est sais quand pas, même le dans seul la mec qui saison 1, il a fait qu'un seul épisode. c'est quand même le mec qui tente un bluff et qui se fait tuer direct. C'est le seul cœur qui se fait tuer après un bluff, c'est terrible quand même. Et alors, ils hein, ont cassé le mythe, ils ont cassé le mythe. ils sont où les no-win scénarios, hein? Ok, bon, bah, d'accord, il a perdu le Strange New World. Mais blague à part, donc tu un des deux, mais tu ne saurais dire lequel. Je ne saurais dire lequel. Moi, Franchement, j'aurais tendance quand même à différencier assez fortement le Kirk de TOS et le Kirk des films originaux. Et puis même, on peut faire Kirk TOS, on peut faire Kirk du premier film, qui est un bon connard. Hein. Ouais. Du Kirk des autres films, qui est un Kirk vieillissant. Donc, c'est bien, chez Kirk, il y a plusieurs Kirk. Ouais, c'est vrai. Pas du tout confus ce que tu dis. Bah, Si, c'est vrai. Non, je trouve ça intéressant dans la mesure où on change tous, on évolue tous avec le temps. Oui. Mm. D'ailleurs, je ne supporte pas, si tu me poses la question, je pense que je préfère le Kirk de Strange New World au Kirk de la KTL, premier et deuxième film. Mais je place le Kirk de Beyond film. Largement au-dessus de celui de Strange New World. D'accord. Tu nous as insulté là, Matou. Je suis désolée. Non, mais les promotions éclairs, Alors, c'est pas lui qui l'a choisi, mais bon. Ah, mais je veux dire, il est bombardé. Il est bombardé, oui. Il peut refuser aussi. Hein. Tu peux dire non, mais vous êtes gentil, mais voilà. Tout le reste, mais dans Beyond, Chris Pine a pris déjà je veux dire, il est beaucoup mieux dirigé. Le personnage a beaucoup plus d'épaisseur. D'ailleurs, c'est dans celui-ci qu'il a une vraie différence avec le Kirk de TOS, dans lequel il met en doute lui-même sa capacité d'être un explorateur. Je trouvais ça que justement, on va faire une habile transition, mais je trouve que ça, c'est la KTL. C'est pas d'essayer de nous rejouer en plus rapide ce qu'on a déjà vu d'un Kirk TOS. C'est à quel moment ce Kirk-là devient différent. Pas le même personne, il n'a pas eu son père pour l'aiguiller pendant toute sa jeunesse, etc. Voilà, je trouve que dans Beyond, enfin, la KTL, et on va le voir avec Kitomer, donne ce qu'elle peut donner, une vraie variation, où on peut vraiment se poser, est-ce que je préfère celui-là ou celui-là, etc. Si on me pose la question quel Kirk je préfère comme capitaine d'Enterprise rapidement, on va dire donné, c'est simple, je préfère celui de TOS, qui est pourtant bien aux années 60. Ok. Oh, il est celui bien de Beyond, tu vois, par exemple, celui de Beyond, tu vois, dans Star Trek 1, on voit un Kirk qui est, comme je dis, pas la moitié d'un connard. Je veux récupérer mon Enterprise, t'es gentil, pousse-toi. Dans Beyond, peut-être qu'il faudrait que je lâche la main parce que c'est peut-être pas ce que je veux vraiment au fond de moi. Voilà, dans les deux, tu vois, j'irais peut-être plutôt vers le Kirk de la KTL du Beyond que le Kirk du premier film de la série originale. Okay. Et toi, Guillaume? Ouais, pareil, le Kirk de Strange New World, tu m'indiffères totalement, très clairement. Voilà. Je veux bien être un peu d'accord. Enfin, j'aime bien cette idée de Matou de diviser un petit peu les mêmes personnages en plusieurs parties puisqu'ils évoluent. Et je sais pas. Moi, j'ai découvert ça avec la KTL, donc je suis plus proche. Je me sens plus attaché à la Kelvin Timeline qu'au reste en fait de l'univers. Et je sais pas. J'aime déjà plus le chemin que prend le Kirk dans Into Darkness, par exemple. Bon, parce que j'allais dire, moi, Into Darkness, Kirk, il me pose pas tant de problèmes que ça. Hein. Parce que justement, il se met à réfléchir. Alors, c'est par ses échanges avec les autres, en fait, qu'il se met à réfléchir. Si Spock l'avait pas commencé à lui mettre le doute en mode non, mais ce qu'on fait, c'est pas juste. Effectivement, il aurait peut-être tiré une torpille en orbite plutôt que de descendre. Et pourtant, il y a un de ses potes qui le fait réfléchir, pas n'importe lequel en plus, et donc du coup forcément il dit plutôt que d'aller tuer quelqu'un froidement par vengeance, je vais y aller moi-même. Donc déjà c'est-à-dire que tout comme le Kirk de la série originale, enfin tout comme le Kirk de Shatner plutôt, c'est je suis capable d'être en première ligne avec mes hommes, et c'est aussi de se dire j'essaie de faire ce qui est juste, et dans l'éducation que j'ai reçue, oui c'est vrai, toute personne a droit à un procès. Et pareil, quand il refuse justement de dire non, Miracle, je vais pas vous tuer, je vais juste vous paralyser en fait. Et d'ailleurs, je trouve que cette réplique me fait beaucoup marrer parce qu'effectivement,
Le coup de il faudra me tuer pour ça. Bah non, connard, j'ai un fusil qui peut paralyser. Qu'est-ce que tu crois que je vais te tuer? J'en ai rien à foutre. Rien à foutre. Ça n'a jamais été au programme de te buter, tu vois. Enfin, donc on a quand même ce personnage qui essaie davantage de protéger. C'est peut-être davantage un protecteur qu'un explorateur, et c'est peut-être là-dedans aussi qu'il s'accomplit. Parce que même s'il aime beaucoup explorer, il a quand même à cœur de garantir certaines valeurs, et de véhiculer certaines valeurs et de les protéger, même au péril de sa vie, comme on le voit dans Beyond. Donc voilà, moi je sais pas, je trouve qu'ils ont une présence différente les deux. Parce que Shatner, faut pas se leurrer, il a une présence, il a une, voilà, tu sais qu'il est là, hein, voilà. Et je crois que je préfère le Shatner des films au Shatner de la série en fait. Voilà, mais pour moi les deux sont différents. Je n'ai pas spécialement envie de choisir non plus. Après, dans la KTL, il faut dire que mourir, ça vous change un homme. Hein. On en a déjà parlé. D'accord, on en a déjà parlé, d'accord, ok. Hein, donc il n'est pas mort, ok. Il n'est pas mort, ok. Il est tombé dans le coma parce qu'au bout d'un moment, ton corps, pour éviter la douleur, il te plonge dans le coma, ok. Et ils l'ont juste pas dit dans le film. C'est la seule erreur qu'ils ont commise, mais il n'est pas mort. Chill, Guillaume, ça va aller. Voilà. Ça va aller. Non, mais ils ont commis une erreur dans le film. Mais si tu veux, ça fait 10 ans, au bout d'un moment. Ça va, voilà. Guillaume, j'allais te dire, ça fait 10 ans, on passe à autre chose. On le sait qu'il est mort, c'est pas grave. Mais Guillaume, Oui, monsieur. il est allé à Tahiti. C'est un petit coin de paradis. Ah oui. Il y a Guigui le gentil qui va m'en vouloir encore de rappeler Agent du Shield, tu sais. Bien. Alors, voilà, donc ça fait 10 minutes, le fil conducteur vient de mourir, c'est bon. Non, on va justement pouvoir enfin rentrer dans le vif du sujet, puisque... Attends, t'as pas répondu, toi. Moi, j'aime bien le Kirk des films 2, 3, 4, 5, 6, et même 7 d'ailleurs, même dans Génération, je trouve cool. Comme tu dis, c'est un Kirk vieillissant qui évolue, particulièrement celui du 6, parce que il a toute sa colère cachée qu'il avait réussi à surmonter, qui refait surface. Il essaye de la contenir, il n'y arrive pas, et puis finalement il y arrive. Non, mais voilà. Ah tiens, comme dans un film il y a 10 ans. Non, mais tout va bien, Guillaume. Moi, je sais. Into Darkness, c'est pas à cause de Kirk que je l'aime pas. Bah, si tu me poses la question, mon Kirk préféré restera celui de Génération. Ok, celui qui meurt. Oui, pour la bonne et simple raison que c'est quelque chose d'extrêmement rare dans la pop culture, c'est la fin du Nikon, qui a un sens et qui montre que tous les héros sont quand même mortels, c'est en ça qu'ils ne sont pas des super-héros. Il n'est jamais revenu à la télé. Hein. Non. Ouais, ça c'est vraiment cool. Hein. Mais il est mort comme il a vécu, il est mort en laissant un héritage. Donc voilà. Comment dire, on parle de Patrick Stewart ou tu me censures? Ah non, alors on a dit qu'on voilà, se dirigeait vers le positif, mais tout le monde est d'accord à propos de Patrick Stewart qui vient d'annoncer qu'il voulait faire un film pour dire au revoir après avoir dit au revoir après 3 saisons, où il a dit au revoir après 4 films, où il a dit au revoir après une série en 7 saisons, où il a dit au revoir. Non, il a dit bonjour dans la série en 7 saisons, faut pas déconner non plus. Non, mais à la fin, c'était quand même au revoir. Bien. Star Trek The Kittomere Conflict. Le conflit de Kittomere. Toi, t'es un bon pour information, cette bande dessinée, n'a jamais été traduite officiellement en français. Vous avez dans les notes de cet épisode, dans la description de cet épisode, un lien vers le site USS Saga qui vous permettra de la lire en français. Sinon, nous vous invitons à vous la procurer en version originale. C'est publié chez IDW. Il doit en rester quelque part. Voilà. Margot. Ah, nous n'avons pas la même édition, Margot et moi. Ah, mais tu as coupé ton micro, tu parles, mais... Pardon, oui, non, moi, l'édition que j'ai, c'est l'édition de Star Trek Adventures, où tu as plusieurs histoires, en fait, dans le même tome, mais oui, non, c'est pas un seul tome. Voilà, c'est des recueils, exactement. D'accord. Okay. Alors, sachant que IDW, et ça, j'en avais acheté quelques-uns à l'époque, font aussi de la vente en numérique. Si jamais vous préférez, comme moi, lire sur ordinateur et pouvoir zoomer correctement sur des planches, sachez que les PDF, vous pouvez les acheter directement en PDF sur leur site et que les PDF sont de très très bonne qualité. Voilà. Oui, comme Mixology et tout ça aussi, toutes les applications évidemment. Bien.
Eh bien, écoutez, malheureusement, il va s'avérer que ce soir, je vais me mettre un peu plus en retrait parce que vous vouliez absolument reparler de Star Trek Kytomer. Moi, je me disais, bon, j'avais pas trop aimé à l'époque. Je l'ai relu, j'ai vraiment pas grand-chose à en dire, que ce soit ni positif ni négatif. Le dessin, je le trouve franchement moyen, pas foufou. Et l'histoire, pas fofolle non plus. J'aime bien toujours les personnages qui ont été créés par on va revenir sur les clips créatifs dans quelques instants. J'aime bien toujours ces nouveaux personnages qui sont créés pour enrichir cet univers comic book. Mais voilà, ça se limite à ça pour ma part. Qui veut présenter l'équipe derrière cet arc? Ça veut dire que Rémi va partir jouer, il va nous abandonner. Non, je vais rester là pour te maintenir et t'empêcher de dire trop de gros mots. Qu'est-ce que tu entends par l'équipe qui a créé cet arc? Je me souviens plus qui est le dessinateur. J'ai le truc sous les yeux. Vas-y Margot, on t'écoute. Alors, attendez, est-ce que j'ai le dessinateur? Oui, j'ai le dessinateur. Alors, déjà, c'est écrit par Mike Johnson. Voilà, Mike Johnson que j'ai appris à aimer, à détester, à rêver. Alors, est-ce que tu peux lire juste ce qui est en dessous, Margot, s'il te plaît? Théoriquement, tu dois avoir le consultant. C'est à côté chez moi, c'est pas en dessous, mais oui. Le consultant créatif, c'est Roberto Orci. Voilà. Donc l'un des scénaristes de 2009 et d'Into Darkness. D'ailleurs, alerte enlèvement, alerte disparition. Si quelqu'un a des nouvelles de Bob Orci, il en démordra pas. Le camarade d'écriture de Kurtzman. Et depuis 2014 ou 2015, quand ils se sont séparés, apparemment, après les sources que j'ai, pas en bon terme, contrairement à ce qui avait été dit, mais bon, c'est bizarre que Kurtzman et autres fassent de la com mensongère, bref. Eh bien, on n'a pas de nouvelles. Il devait réaliser Star Trek 3. Il est derrière la momie de Kurtzman aussi, tu l'as oublié. Donc c'est après 2017. 2017, oui. Oui, il a été cité, pas dire qu'il y était. Mais oui, c'est vrai qu'à la base, il était... 2014, sur Wikipédia, il n'y a plus rien à part la momie. Tout le reste, c'est du 2014. Oui. Bref. Donc, Bob Orci, si tu nous écoutes quelque part, Et si tu comprends ce qu'on dit, bien sûr. Voilà, on pense pas à toi. Donc, Orci en créatif. Les dessins sont faits par Erfan Fajar et les couleurs par Sakti Yuono. Voilà. Ah non, attendez, il y en a plus. Sakti Yuono, il y a trop de noms compliqués. Ifan Sianour et Benny Molana. Voilà. Pour les dessins. Voilà, juste le dessin, je pense que le reproche qu'on peut faire à cette bande dessinée, comme toute la série de manière générale jusqu'à Bob Ligo qui prend des distances, c'est de vouloir trop coller au personnage et du coup t'es tellement concentré sur dessiner des visages qui ressemblent à un acteur que forcément le reste empathie, bien que les vaisseaux sont souvent réussis, mais le reste c'est rarement... Mais l'art style des vaisseaux est très différent. L'art style des vaisseaux est très différent, je trouve, par rapport au dessin des personnages. Je suis assez d'accord avec toi sur tout ce qui est art style et tout ça. C'est assez dynamique et tout, mais je trouve que juste, c'est la manière dont ils colorisent les visages. On dirait qu'ils sont en plastique. On dirait que leur visage est fait en plastique et c'est très bizarre. Ils ont le visage qui brille et c'est vraiment étrange. On parle vraiment des mêmes dessins, là? Oui. Ah bon? Oui, moi en tout cas, je sais pas si c'est différent sur la version numérique, mais vraiment, la manière dont c'est colorisé, t'as vraiment l'impression que les ombres sont faites de telle manière qu'on dirait que leur visage brille et on dirait qu'ils ont un visage en plastique façon poupée Barbie, tu vois. Enfin, je sais pas, Je sais pas, moi au contraire, je trouve que c'est parmi les meilleurs dessins des comics en fait. Parce qu'il y a très peu de... je trouve que les Klingons sont très bien colorisés, je trouve, j'aime beaucoup. Mais c'est juste les humains, je sais pas pourquoi, mais... Alors après moi j'apporte la petite pierre à l'édifice du contradicteur que je suis, parce que j'aime bien faire chier mon monde, parce que la dernière fois on en parlait aussi, et moi dans le Boldigo t'as une Andorienne qui est possédée avec un truc avec un quasar à la fin, je crois. Moi vous me dites ouais c'est bien, ils prennent des distances et tout, mais on reconnaît quand même les personnages. Non, en fait j'ai passé la moitié de ce comics là à me demander si c'était vraiment Kirk ou s'il était en vacances et qu'il avait été remplacé par quelqu'un. Mais je déconne pas en fait.
Je déconne vraiment pas. Donc en fait, si tu veux, le style est différent forcément. Donc, le style est différent. La gueule était différente. Pour moi, c'était pas Kirk. En fait, je n'ai pas reconnu Kirk. Donc si tu veux, moi je t'avoue que oui, tu prends comme référence du art style. Enfin, tu fais ton art style en fonction de certains plans du film, etc. C'est vrai qu'il y a des fois ça marche moins bien que d'autres. Et d'ailleurs, ils le font également pour les vaisseaux. Voilà, parce que la plupart des dessins des vaisseaux, alors quand c'est des vaisseaux connus comme l'Enterprise, hein, parce que forcément les vaisseaux romuliens, ces vaisseaux-là romuliens, tu ne les vois jamais, donc c'est de la pure création. Mais quand tu vois l'Enterprise, la plupart du temps, c'est une refonte d'une image réelle du film, d'un plan réel du film en fait. Et donc ça marche plutôt bien. Il y a des fois ça marche bien, des fois ça marche moins bien. Maintenant, les dessins au niveau des couleurs et des ombrages, pour moi, c'est les plus nuancés, c'est les plus beaux pour moi, au niveau des vêtements, des froissements des vêtements, etc. Enfin, je sais pas comment dire ça. Alors, ils sont nuancés, mais ça manque de texture, je trouve. Au niveau des visages, t'as trop juste des ombres elles sont trop floutées les unes entre les autres, en fait. Ça manque de texture, ce qui fait que c'est trop lisse, en fait. C'est ça mon problème avec la colo, c'est que c'est vraiment les visages sont trop lisses, pour moi. Et même les Romuliens, ça va en vrai. C'est vraiment juste les membres de l'Enterprise en fait. Genre vraiment, je regarde le visage de Kirk et c'est pas ouf quoi. Et encore, c'est pas au niveau de. Tu parles du fait qu'il récupère des. Comment ça s'appelle des screenshots des films ou des choses comme ça là. C'est pas au niveau du comics de 2009 qui pour le coup est vraiment dégueu, je trouve. Ah non. Vraiment horrible celui-là parce que. Non. On dirait vraiment qu'ils ont juste pris des screenshots du film, ils ont dessiné par-dessus, peu importe si la pose ou la tête rend bien ou non, c'est assez atroce. Non, il y a même donc des là, fois c'est un peu mieux. Du film, en fait. Là, c'est un peu mieux, mais genre vraiment, c'est trop lisse en fait. Je sais pas. Et voilà. Et toi, Matou, t'as pensé quoi visuellement de cette série? C'est pas ma cam, donc je dois avoir on va dire un fond arriéré sur ce qui est une esthétique de comics, donc je me garderai bien de donner mon avis sur ce qui est fait. Je m'accorde plutôt à voir si c'est lisible, si tu comprends ce qui est plus ou moins fait, et là-dessus c'est assez réussi. Sur le reste, encore une fois, c'est pas la manière de dessiner que j'apprécie. Mais après, je suis quelqu'un des comics des années 80, fin 70, 80 et 90. Donc avec certaines esthétiques bien spécifiques. Ça, au contraire, hein, c'est voilà, on est 3 contre 1 à dire que c'est pas très joli. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Hein. J'ai dit juste que je serais incapable de te dire si c'est joli dans les standards actuels ou pas. J'ai dit c'est pas mes standards. Ah mais moi j'ai pas de standard en particulier, j'y connais rien. Moi ça reste les seuls comics que j'ai lus, donc si tu veux. Ça marche. Bien, je vais vous laisser commencer à parler de l'histoire. Ça parle de quoi le conflit Kytomer, Guillaume? Ah merci, parce que j'espérais. Alors, je vais essayer de faire un résumé. Margot, tu sais comment je suis quand je fais des résumés? Oui, je sais comment tu es, c'est très drôle. Pour les personnes qui... évidemment, vous nous écoutez, vous n'avez pas l'image, mais Margot a fait des gros yeux. Parce que en fait, pendant une seconde, je me demandais de quoi il parlait, et puis soudainement, ça m'est revenu, j'étais en mode, ah ouais, ça va être marrant. Bien, Guillaume. J'ai pas beaucoup de blagues en réserve, mais voilà. Alors, le conflit Kytomer, mais qu'est-ce que c'est le conflit Kytomer? Cela prend place après les événements de Star Trek Into Darkness, nommé précédemment. Alors, avant toute chose, on remet dans le contexte un petit peu. Ce comics va lier plusieurs autres comics. Donc, je pense que je sais pas. Ouais, non, je vais peut-être les lier en fur et à mesure de raconter l'histoire, parce que voilà. Et donc, nous commençons notre aventure sur une belle petite planète. Les oiseaux chantent, le ciel brille de mille feux. Oui, il va briller de mille feux d'ailleurs, au sens propre du terme, parce que y a des crapons qui sont en train de coloniser une planète. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'ils la colonisent, mais il n'y a même pas diffusion de sang, les baltringues, quoi, les faiblards. Alors, un Klingon, qu'est-ce que c'est? Un Klingon, grosso modo, c'est, pour nos auditeurs qui connaîtraient pas trop, c'est une espèce de machine à tuer organique qui a de l'or contemporain calqué sur le front. Voilà. D'ailleurs, c'est pas ouf de se prendre un coup de boule de ce mec-là. Et donc, il colonise une planète parce que c'est cool, parce que personne ne la veut, cette planète, tout le monde s'en fout. Sauf que les Romuliens, si, en fait. Et donc, du coup, le ciel brille de mille feux, puisqu'ils se prennent une frappe orbitale et qu'ils meurent tous. Voilà. Et on se rend compte que les Romuliens veulent défoncer
l'Empire Klingon pour leur prouver, je cite, notre supériorité à tous les égards, enfin à tous les niveaux. Pareil, un Romulien pour nos auditeurs, qu'est-ce que c'est? Alors un Romulien, ça baigne dans la malice, le complot politique, les couteaux dans le dos, etc. En gros, vous prenez notre gouvernement en plus compétent dans la magouille et plus compétent pour le cacher, avec des oreilles pointues, un goût prononcé pour le gris, parce qu'il n'y a que de ça chez eux, donc une absence de goût, hein, voilà. Et vous avez un Romulien. Oui, alors les épaulettes, c'est qu'à partir d'un TNG, ça dure pas longtemps, étrangement. Je crois que dans DS9, ça n'y est déjà plus. Ça a pas duré trop longtemps. Enfin voilà, de toute façon, c'est pas pour rien que leur planète s'appelle Romulus et que la planète jumelle s'appelle Remus. Voilà, c'est la romantique de l'espace. Et donc, ils veulent prouver leur supériorité, sauf que c'est des petits hypocrites, les Romuliens. Hein, quand je vous dis que ça ressemble à des membres du gouvernement, c'est pas pour rien. Parce qu'en fait, ils se font aider. Ils se font aider par la section 31, qui, donc, dans la Kelvin Timeline, a été démasquée, hein, forcément, après les événements d'Into Darkness. Et on parle dans le comics du fait que Starfleet a tenté de la juguler, en fait, de l'arrêter. Erreur de débutant, parce que forcément la section 31 a forcément des roues de secours dans les roues de secours. Et pour l'instant, on ne sait pas trop pourquoi la section 31 aide les Romuliens, mais parti comme c'est, les Klingons ont aucune chance. Et l'Enterprise enquête sur les mystères de cette disparition, parce qu'ils ont capté un appel de détresse. Parce qu'un Klingon, ça ne lance pas d'appel de détresse, ça lance un appel à la vengeance. Voilà, sinon t'es trop une baltringue. Voilà, et forcément les Klingons, tu vois, les Klingons c'est comme les bons chasseurs, ils voient quelque chose, ils tirent. C'est comme aussi les mauvais chasseurs, ils voient quelque chose, ils tirent. C'est-à-dire qu'ils voient l'Enterprise, ils disent ça y est, c'est eux. Donc on va leur poutrer la gueule. Et donc Kirk et son, je vais dire en anglais ça, away team. Son équipe de sortie, aidez-moi, son équipe d'expédition se font capturer par les Klingons et l'Enterprise est menacée, blablabla. S'ensuit des péripéties dans lesquelles l'Enterprise n'a absolument aucune réelle incidence, en fait, et les lignes Klingon sont totalement enfoncées par la flotte des Romuliens et des vaisseaux, on ne sait pas trop à quoi ils ressemblent, des vaisseaux secrets de la section 31. Et ils finissent par arriver sur Chronos et les Romuliens veulent marquer un grand coup, donc ils veulent déclencher le dernier échantillon de matière rouge qu'ils possèdent sur Chronos pour en détruire une grande partie. Alors comment est-ce qu'ils ont mis la main sur cet échantillon de matière rouge? Ça fait référence au comics The Vulcan Vengeance qui est sorti juste après 2009 et qui raconte que un vaisseau expéditionnaire vulcain a réussi à recréer un petit échantillon de matière rouge en fouillant non pas dans le vide interstellaire qui sépare les deux oreilles de Marlène Schiappa, mais dans le vide où avant il y avait Vulcain. On va passer le même vide en fait s'il n'y a rien. Et ils ont réussi avec des échantillons à recréer une petite boule de matière rouge qu'ils voulaient déclencher sur Romulus pour se venger. Et leur plan tombe à l'eau, sauf qu'à la fin du comics, ce sont les Romuliens qui récupèrent cet échantillon. Et donc ils veulent le déclencher sur Chronos. Et c'est à ce moment-là que la section 31 se retourne contre eux et leur subtilise gentiment, en ayant demandé, d'ailleurs, les Romuliens leur mettent gentiment l'échantillon de matière rouge avant de déclencher un programme dissimulé dans les armes et dans la technologie qu'ils leur ont fournie pour, une fois que la flotte Klingon est en état de lumière, détruire également la flotte romulienne. Voilà, ni plus ni moins. Et alors que Kirk était... Kirk il alterne. Un coup il est capturé, un coup il s'échappe, un coup il y retourne, un coup il est recapturé. Il a un petit peu visité pas mal de trucs. Il a visité Chronos, il a visité un vaisseau romulien, il a visité le vaisseau de la section 31, qui d'ailleurs a un vaisseau avec 4 nacelles. Ça j'en sais rien, ça. Mais elle était bien placée, j'ai bien aimé. Et du coup voilà, la section 31 finit par dévoiler qu'ils ont un autre Dreadnought, qui n'est pas de la même classe que le Vengeance, puisqu'il a 4 nacelles. J'aimerais beaucoup le voir en 3D celui-là. On se rend compte que la section 31 avait planifié la trahison depuis le début pour dévaster les flottes Klingon et romuliennes pour assurer la survie de la Fédération et le fait qu'aucune des deux factions rivales ne puisse la menacer pour les prochaines années à venir, sans parler du fait que du coup c'est maintenant la Fédération entre guillemets qui détient l'échantillon de matière rouge, ce qui fait une arme dissuasive de premier ordre pour empêcher quiconque voudrait l'attaquer de le faire en fait tout simplement. Et c'est là que le capitaine du Dreadnought ne tue pas Kirk, contrairement à ce que Kirk pensait,
et qu'il révèle qu'il considère l'amiral Marcus comme étant fou d'avoir voulu à ce point-là militariser Starfleet et rendre la section 31, et mettre la section 31 sur le devant de la scène et en pleine lumière. Et ils finissent par les téléporter, ils disparaissent. Voilà. Donc résultat des courses, il n'y a plus que des gens de Starfleet, ceux qui sont sur l'Enterprise, qui sont pleinement au courant en fait de l'existence de la section 31 et surtout du complot qui vient d'avoir lieu, puisque tous les Klingons qui ont vu sont probablement morts et tous les Romuliens qui ont vu la section 31 sont également probablement morts. Ce qui fait qu'elle retourne là où elle est le mieux, dans l'ombre. Voilà. Ok. J'ai oublié quelques détails sur certains personnages, mais pour le résumer, c'est pas important. Non, c'est pas bien grave. Et donc, c'est un de tes arcs favoris? C'est mon arc favori, en fait, des comics Kelvin Timeline. D'accord. Excellent. Et pourquoi? Alors, on a dit qu'on devait parler du positif, mais du coup, je vais parler du positif en faisant une comparaison. Voilà. Alors, pour les gens qui suivent sur le serveur Discord de Star Trek pour les nuls, et plus particulièrement qui suivent le salon spoil des nouveaux contenus, il y a souvent ces mêmes répliques qui reviennent de la part de Matou, Margot et moi, où on en a ras-le-bol que le canon de Star Trek se fasse absolument saloper la gueule depuis plusieurs années entre Star Trek Discovery, Star Trek Picard, Star Trek Strange New World. Et Strange New World, ils y vont à fond. Chaque épisode, ils peuvent pas s'en empêcher. Bref. Positif. Et je sais qu'elle va y venir. Et donc, pourquoi est-ce que j'aime ce comics ? Parce que lui fait très exactement tout ce que devrait faire une série live action. À aucun moment, et d'ailleurs, dans les comics Kelvin Timeline, je me suis amusé à les compter. Dans les comics Kelvin Timeline, il n'y a fondamentalement que 2 contradictions dans les comics. Il n'y en a que 2. Je m'en souviens de une, et justement, c'est par rapport à l'échantillon de matière rouge. Mais elle est très facilement contournable et explicable, voilà. Mais sinon, le comics du conflit Kytomère respecte ce qui a été fait, donc respecte le canon, respecte les films, ils respectent les lois de l'univers, ils se servent de ce que l'univers a à leur offrir sans aller plus loin, sans transgresser, sans inventer du Deus Ex qui sort de nulle part, etc. Et en plus de ça, ils complètent l'univers et même ils réparent effectivement le canon, puisque comme Matou l'a dit, la section 31 dans Into Darkness se comporte davantage comme la CIA que comme la section 31 qu'on a connue dans Deep Space Nine. Là, ils font un retour un petit peu à pas mal de choses, notamment le fait que la section 31 retourne consciemment dans l'ombre et dit que Marcus est une exception en fait dans ce qu'a connu l'institution, que ça n'aurait jamais dû arriver, et peut-être qu'effectivement c'est arrivé parce que l'univers Kelvin est très très perturbé entre la destruction du Kelvin, la destruction de Vulcain, etc. Donc c'est un univers qui est très endommagé entre guillemets, même psychologiquement, par rapport à ce qu'il aurait dû être à cette même époque dans la Prime. Voilà, donc c'est pour ça que je fais le comparatif avec Strange World, parce que justement les comics Kelvin à ce niveau-là ne m'ont jamais déçu. Il y a vraiment un suivi de l'univers, il y a vraiment un respect de l'univers, très peu de contradictions avec les films, même très peu de contradictions avec le reste de l'univers Star Trek en soi, et il y en a beaucoup qui devraient en prendre de la graine. Voilà pourquoi en partie j'aime en partie pourquoi j'aime ce comics. Tu l'as dit aussi tout à l'heure, j'aime ce comics parce que les dessins, je trouve assez fins. Ça rappelle beaucoup Into Darkness. T'as une certaine colorimétrie qui rappelle quand même bien Into Darkness, qui succède bien. Ça donne vraiment l'impression d'un univers étendu, mais c'est pas nécessairement les comics qui donnent le plus l'impression d'un univers étendu. C'est en effet un des points positifs que je retiens de cet arc en particulier, mais de manière générale. Ils ont réussi à capter, à garder l'esthétique tout au long de leurs aventures. Oui, ça c'est un truc que j'apprécie, ce qui n'est pas le cas dans Bold Lego par exemple. Oui, mais Bold Lego, justement, enfin, je pense que c'était dans le. Voilà, c'était volontairement fait. Non, mais je veux dire, au sein d'une même histoire, en fait. C'est au sein d'une même histoire. Si tu veux que quand tu as une histoire qui s'achève et que tu en as une qui commence, qu'on change de dessinateur, ça arrive souvent. Ah oui. Mais c'est vrai que dans Bold Lego, je crois qu'il y a quand même des mêmes histoires qui changent de dessinateur en plein milieu de l'histoire, et c'est très. Voilà. Mais voilà. Et du coup aussi, voilà, ça bâtit effectivement un univers étendu. Par exemple, on apprend à connaître le personnage de Yuki Sulu dans le comics Conflit Kytomère, qu'on retrouvera dans le comics Khan, qui raconte l'histoire de Khan KTL, du coup, qui lui aussi
comble entre guillemets pas un défaut, j'appelle pas ça un défaut, on s'en fout, du film en fait, en racontant ce qui est arrivé à ce fameux Khan depuis son réveil par l'amiral Marcus jusqu'aux événements d'Into Darkness. Et c'est plutôt intéressant. Donc on voit que cet Yuki Sulu était déjà là à ce moment-là. On fait aussi allusion au fait que Sulu a été recruté par la 31 et que c'est lui qui a dit non, du coup. Ce qui est un autre comics de la Kelvin Timeline où on voit quelques histoires à l'académie du temps où tout le monde était encore cadet. Et c'est là que je crois que c'est là qu'il y a l'autre contradiction, puisque justement dans ce comics-là, tu as effectivement Kirk qui appelle Uhura Nyota. Il l'appelle par son prénom à une époque où il n'est pas censé le savoir. Voilà. Et je crois que c'est ça la deuxième contradiction, il me semble. Et donc Sulu faisait déjà partie du cadre rouge qui existe un siècle avant dans la Kelvin, visuellement que dans la Prime, qui est en fait une façade de recrutement de la section 31 en fait, qui localise les officiers d'élite. Voilà. Sulu qui est souvent mis en valeur dans les comics Kelvin d'ailleurs comme étant vraiment un officier d'élite de ouf. Hein. Oui. Ouais. Donc voilà pourquoi j'aime ce comics là. Voilà, j'aime bien aussi ce comics parce que fondamentalement les Romuliens sont pris à leur propre jeu. Parce qu'ils croyaient être supérieurs aux Klingons, c'est peut-être pas les Klingons qu'ils auraient dû regarder. Pour des gros manipulateurs, j'aime bien le fait que justement cette fois ce soit eux qui se soient pris. Enfin, ils se sont fait dérouiller, tu vois. Et ils se sont fait dérouiller parce que à un moment donné, ils ont dit eux, ils sont pas assez malins pour nous manipuler. C'est nous qui avons la carte gagnante. Bah non, poteau. Non. Et ça m'a fait un petit peu plaisir parce que c'est rare qu'on voit des Romuliens qui soient surpassés par par des manipulations d'autrui. C'est très très rare. Donc voilà, et puis j'aime bien effectivement aussi la section 31 dans cet arc-là, qui montre qu'elle a une flotte de vaisseaux opérationnels et qui dit clairement, nous on est juste là pour assurer, même pas la suprématie, mais la survie de la Fédération et le fait qu'elle ne puisse pas courir de risques. T'as cet idéal de dire, on est prêt nous à se salir les mains pour que les vôtres restent propres, mais on le fait de notre côté et ceux de la Fédération, quels qu'ils soient, ne sont pas nos ennemis et ce sont des gens qu'on doit protéger aussi. Voilà, même si ça veut dire tu laisses Kirk en vie alors qu'il a vu ton projet, alors qu'il t'a vu, alors qu'il t'a combattu, tu le laisses en vie en fait. Parce que fondamentalement parlant, ce n'est pas ton ennemi. Voilà. Et toi Margot, c'est un comic book que tu apprécies? En fait, je suis un peu dans la même position que toi, c'est-à-dire que je l'ai lu, je l'ai apprécié, il est cool, mais j'ai pas plus d'affinité que ça avec. Je trouve qu'il est du même niveau au final que tous les comics de la KTL, quoi, parce que ils sont sympas à lire, mais au final, pour moi, c'est relativement oubliable, on va dire, pas de manière péjorative, hein, mais genre c'est juste j'en lis un et je passe à autre chose. Et même là, tout à l'heure, en fait, avant l'émission, je me suis rendu compte que je me souvenais pas des 3/4 de ce qui se passait dans le comics, malheureusement. Donc c'est un peu compliqué pour moi, je suis désolée. J'avais surtout des choses à dire sur l'art style, effectivement, parce que ça m'avait vraiment marqué pour le coup. Mais encore une fois, je le trouve bon, mais j'ai pas plus à dire dessus que ça, disons. Enfin, je suis désolée, c'est un peu compliqué de donner mon avis là-dessus, j'avoue. Il est sympa à lire, il est cohérent dans l'univers et ça, c'est plutôt cool. Surtout que c'est vrai que si on a le contexte et qu'on fait, qu'on pense aux comics qui viennent avant, après, etc., c'est vraiment super cool d'avoir cette continuité justement et de se dire que la KTL continue de vivre un peu à travers les comics grâce à ça. Mais après, c'est pas mon arc préféré. Moi, je dirais que parmi mes arcs préférés, il y a peut-être Bold, choses comme ça. Mais il reste cool. Il reste cool à lire, en vrai. Je ne veux pas te fâcher, Guillaume. Alors non. Pas ça. Alors, je précise un petit truc, c'est que j'ai lu les comics en 2018, si tu veux. Et peut-être que pour moi, c'est très personnel en fait. Le pourquoi du comment. J'aime énormément cet arc. Je pense que là, tu vas tomber d'accord avec moi et que tu vas me comprendre là-dessus. C'est que un énorme arc d'Explorer, donc de ma fanfiction sur Star Trek, qui est dans la Kelvin Timeline en fait. J'en avais déjà écrit une énorme partie avant de lire ce comics. J'ai dû le modifier justement parce que je prends en compte non seulement les films, mais tout l'univers étendu Kelvin en faisant ma fanfiction. Et donc du coup, j'ai dû adapter tout l'arc du Reconquest Project, du coup. Donc tout ce qui tourne autour de Kyle Irkos, hein, tu vois.
j'ai dû le réadapter pour que ça ne contredise pas le conflit Kytomer et quelques autres trucs liés à la section 31 qu'on explore dans les comics Calvin. Donc c'est peut-être pour ça aussi. C'est trop aimable à toi. Ouais, je sais. Mais moi, contrairement à Alex Kurtzman, j'essaie de bien faire mon travail. Voilà. Même si je suis pas payé pour. Non. Donc c'est peut-être pour ça que cet arc qui compte autant pour moi, parce qu'effectivement c'est vrai que quand je l'ai lu, je me dis merde, attends, j'ai ça qui rentre en contradiction, j'ai ça, et merde. Et c'était aussi un bon challenge justement de se dire comment je fais pour garder la thématique que je veux aborder, faire les parallèles que je veux avec les personnages, etc. que je voulais faire, tout en restant cohérent avec l'univers, tu vois. Et en plus de ça, non seulement il y a eu des contradictions, mais en y réfléchissant un petit peu, il y a eu des opportunités. Voilà. Donc c'est peut-être pour ça que cet arc compte autant pour moi, comparé aux autres. Voilà. Ah, je comprends mieux. Pas tout alors. Pourquoi tu voulais tant qu'on parle de KTL ce soir? De Kytomer? Parce que tu m'as forcé. Et me rejette pas la faute à moi. Hein. Je n'étais que stagiaire à l'époque, après tout. Hein. Non, ce comic, comme je t'ai dit, est une bonne variation parce que après, moi, ce que je n'aime pas dans ce comic, c'est qu'il y a des péripéties qui sont largement oubliables. Le fait d'être capturé avec des clichés sur les Klingons et le machin et le truc, etc. Donc, il y a, à mon avis, on peut couper certaines des péripéties qui sont là pour vendre des tomes en plus. Tu vois, pour se recentrer sur le cœur, donc on n'a pas. On a déjà mis une symbolique, c'est-à-dire qu'on a mis comme symbolique que la section 31 répond à on va dire, à une menace qui pèse sur Starfleet du fait de l'intervention de Nero, et que cette manière d'appréhender le futur, eh bien, il y a plusieurs lignes de fracture, enfin, je veux dire, plutôt d'appréhender ce danger. La section 31 effectue une ligne de fracture au sein même de Starfleet, et dans le comics, c'est vu au sein même d'une famille. Là-dessus, c'est assez symbolique et bien trouvé dans ce qui est fait. Ça reconstruit bien la section 31. On comprend que la section 31 soit quelque chose de plus actif dès l'époque on va dire, équivalent à la période tosienne. Parce qu'en effet, la destruction de Vulcain, c'est quand même quelque chose qui n'est pas anodin. La matière rouge, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Donc, que la section 31 passe de quelque chose en sommeil à quelque chose de plus actif dans la déstabilisation de ce qu'il y a autour, c'est logique. C'est pour ça que je trouve ça assez bien mené. L'histoire en elle-même de jouer sur les divisions, sur les affrontements, pour en tirer les marrons du feu, c'est pas inintéressant. C'est pas inintéressant de dire une leçon, même moi je l'ai apprise qu'à 30 ans passés, et Rémi, tu vas l'apprendre bientôt aussi, qui vient des échecs, qui est la menace est plus forte que l'exécution. C'est-à-dire que au lieu de détruire la section 31, au lieu de faire comme le fait l'amiral Marcus, de dire je peux détruire donc je détruis, il vaut mieux plutôt laisser le doute au fait que j'en suis capable. Donc si vous bougez mal, en conséquence, on pourra agir pour vous détruire. Et donc Vraiment cette menace. Je vais faire des échecs, moi. Non, mais c'est Thomas qui me l'a appris. Et qui m'a montré que quand au lieu d'intervenir et d'abattre tes cartes et de faire une démonstration de force, il vaut mieux laisser planer une menace. C'est beaucoup plus efficace. Et c'est grosso modo la leçon de la section 31 qu'elle donne en disant nous n'allons pas intervenir parce que nous préférons rester une menace dans l'ombre, indépendante de Starfleet, capable d'être une force de représailles, parce que c'est beaucoup plus efficace pour faire peur aux Klingons et aux Romuliens. Là-dessus, encore une fois, tout l'arc sur la section 31 est plutôt fin dans ce qu'ils font. Dans la manière dont c'est vécu par une même famille de personnages, donc j'en parle pas plus, vous verrez si vous le lisez. Donc, de l'un dans l'autre, qu'est-ce que fait ce comics? Pour moi, il agrandit l'univers. Qu'est-ce qu'on attend de quelque chose d'efficace? C'est d'agrandir l'univers. Comme on l'a dit, en respectant les structures, en les amenant plus loin, en ayant justement ce qu'est la KTL, une variation logique, une variation bien construite,
Donc là, c'est vraiment le cœur intelligent de ceci. J'ai beaucoup plus de mal avec les péripéties de Kirk et de sa mission sur le sol et tout, qui sont un peu redondantes. Mais en fait, c'est même pas que c'est redondant, c'est le seul. Pour moi, c'est un des gros défauts de ce comics, c'est que si tu supprimes Kirk et l'Enterprise, ça ne change absolument rien. En fait, ce sont juste des spectateurs, ce ne sont pas des acteurs. En fait. Voilà, ils ne sont pas efficaces dans le fait d'enrayer la section 31 de progresser. Ils ne sont pas efficaces dans le fait de calmer les forces en présence qui sont en train de se foutre sur la gueule. Le seul truc qu'on va te donner, c'est à la fin Kirk qui fait un raisonnement, qui explique pourquoi il ne faut pas déclencher la matière rouge, alors que je suis quasiment prêt à parier que si Kirk pense que maintenant, t'inquiète que la section 31 y a pensé, il y a 15 jours avant. Donc au final, l'Enterprise est totalement anecdotique. Et là-dessus, je te rejoins, ils ont peut-être mis l'Enterprise et essayé de leur faire quelques trucs pour cette histoire de famille qui vit des choses différentes et pour faire vendre des comics en plus, parce que si tu racontes des comics sans l'Enterprise, peut-être que les ventes vont pas se faire aussi bien. Voilà. Moi, c'est le défaut que j'ai. Le speech de Kirk à la fin est un peu, on va dire, une ficelle, mais qui permet justement de montrer que Kirk est quelqu'un qui a une réflexion, qui s'élève. Donc, je ne serais pas contre ce speech. Le seul truc, c'est que quand tu montres des personnages qui sont obligés de parler pour, on va dire, poser des choses au lieu d'avoir une action concrète, c'est qu'il y a, pour moi, quelque chose qui ne marche pas dans ta narration, dans ta dramaturgie. J'ai un exemple, c'est vous m'entendrez souvent le citer, parce que c'est un contrepoint absolu et total à tout le fake trek et tout ce qu'on a vu à propos de Picard. Il faut savoir qu'il y a Fade In, qui est je le cite souvent, qui est un livre écrit par Michael Piller qui raconte la genèse de Star Trek Insurrection, qui n'a rien à voir avec le Star Trek Insurrection qui sera réalisé. Mais il y a des idées, c'est-à-dire que, grosso modo, on passe tout l'épisode à Picard qui doit arrêter un de ses anciens amis de l'académie qui a fait cause pour une planète. Et en se rendant sur place, Picard comprend pourquoi. Donc c'est, on va dire, c'est une inspiration qui vient de Apocalypse Now, revue bien sûr, digérée. Et à la fin, la bataille finale en fait a lieu quand Picard arrive devant le Conseil de la Fédération des Planètes Unies, dans lequel il exprime son point de vue. Mais je veux dire, on a eu tout un film pour le voir expliquer pourquoi il est passé d'un point de vue à un autre, quelles ont été les actions qu'il a menées. Et il ne fait pas que parler, c'est-à-dire que l'autorité légitime est du côté de la Fédération Unie des Planètes. Et quand Picard a fini de dire en quoi l'action de la Fédération et de Starfleet était contraire au principe même, il se fait rétorquer par un des ambassadeurs vulcains qu'il est un renégat, qu'il a, on va dire, engagé une mutinerie, que sa place est en prison. Et à peine il est envoyé en prison. Non, sa place est dans un musée à Picard, pardon. Voilà aussi. Désolé, c'est juste pour la blague. Et une fois qu'il est envoyé, c'est-à-dire son speech, il y a tout le public de plusieurs, on va dire de plusieurs races de la fédération qui assistent, mais qui n'est pas des délégués, qui applaudissent Picard. Et là, c'est une symbolique, c'est-à-dire que par son speech, il n'a pas fait que parler. Il a aussi convaincu un certain nombre de personnes qui sont vécues comme le peuple, et que le peuple a emporté sur la décision de ceux qui sont censés le représenter. Donc pour dire qu'un speech est aussi quelque chose qui fait avancer une dramaturgie, parce qu'il pose des idées, mais qui doit aussi avoir une influence. Là, comme tu l'as dit très bien, Guillaume, l'influence de ce speech est pas forcément très, on va dire, très, très importante. Donc, c'est pas inintéressant, comme je l'ai dit. On a d'autres personnages. On a Spock qui doit affronter le docteur pour savoir ce qu'il doit faire. 2 fois d'ailleurs, Spock se barre. Ça me fait marrer. Mais en même temps, je veux dire, c'est la seule chose à faire entre se faire détruire, se faire arraisonner ou bien partir pour avoir une chance de revenir. N'importe qui part. Et il désobéit également aux ordres de Starfleet et il vole l'Enterprise. Voilà. Oh my god, not again. Je suis désolé parce que même en lisant le comics, je me dis, mais merde, je comprends beaucoup plus pourquoi il le fait là que quand il le fait ici spontanément dans Strange World, en fait. C'est ça. Positif, on a dit positif, pardon, excusez-moi.
Voilà. Donc, ceci étant passé, c'est aussi une manière de montrer Spock en tant que capitaine sur Enterprise et tout, qui, pareil, passe par des moments où il est, on va dire, critiqué, à un moment où il y a quand même plus grande adhésion. Et dernière chose que j'apprécie, c'est que justement, dans l'agrandissement de l'univers, ce comics nous présente des vaisseaux Klingons qui ressemblent au Nerada, parce qu'ils ont assumé que Nero a été prisonnier des Klingons pendant pas mal de temps, ce qui amène une incohérence, parce qu'on se demande s'ils ont réussi à cloner le Nerada, qui était quand même extrêmement puissant. Comment ça se fait qu'ils aient on va dire besoin de quelques, enfin, je veux dire, ils pourraient devenir les maîtres de l'univers connu sans problème avec une telle flotte. Alors c'est dit dans les comics que c'est un mélange de la technologie du Narada qu'ils ont pu recopier à celle des vaisseaux Klingons, qui sont quand même beaucoup moins puissants. Voilà, mais bon, tu vois, je veux dire, à la limite, reprendre la forme exacte. C'était un petit clin d'œil, mais bon, ça passe en tant que clin d'œil de la sorte. Je suis beaucoup moins fan de la résolution qui ressemble à celle de Star Trek Picard. Dans le sens que, vous savez, on a implanté chez vous quelque chose qui va nous permettre à distance de détruire votre flotte. Je sais pas, ça m'étonne pas en fait. Ben, moi, je dis quand même, je veux dire là-dessus, c'est une petite, c'est une manière de vouloir faire dans l'esbrouf. Hein, bien sûr que c'est prendre tous ceux qui installent les choses sur le vaisseau. Ça sert à quoi ça? Oh, t'inquiète pas, tu sais pas. Bon, voilà, merci quoi. Je veux dire, il n'y a pas plus parano qu'un Romulien. Les Klingons ont quand même des scientifiques aussi, donc qu'on essaie de la remettre à l'envers, ils devraient le sentir. C'est justement pour ça, justement que j'aime bien. C'est justement pour ça que j'aime bien ce comics, parce que même les Romuliens sont laissés. Justement, tu sais qu'un Romulien, il est compétent dans le fait de savoir quand est-ce qu'on se fout de sa gueule. Et je suis pas totalement d'accord, parce que enfin, pas avec toi, mais avec le comics, parce que c'est vrai que le gros défaut du comics, c'est de dire, on a implanté un sous-programme. J'aurais préféré que tu aies un détonateur que les Romuliens n'aient pas vu dans tes torpilles, parce qu'ils n'ont pas nécessairement inspecté les torpilles, et que tu puisses les faire sauter à distance, plutôt que de dire que c'est un sous-programme qui active les torpilles depuis leur vaisseau. Parce qu'effectivement, bon, je sais pas, compatibilité des systèmes, etc. J'aime bien tout ce qui est hacking, mais pour moi, l'explication de on fait juste détonner nos torpilles quand on veut, et puis voilà, enfin, c'est les nôtres, après tout, on fait ce qu'on veut. Voilà. Je préfère ça, tu vois. Ça fait un simplisme, mais bon, on est dans un comics et tout. Il aurait fallu repenser cette fin-là. Tu vois, c'était à mon avis, quelque chose. Après, il y a un symbole, c'est-à-dire ils ont voulu prendre la technologie pour devenir plus puissants et moralement, en essayant d'accueillir cette technologie et en pactisant, vous avez détruit votre propre flotte. Il y a un côté moral là-dessus, sauf que voilà, on se heurte au fait que détruire un ensemble d'éléments, c'est un peu, tu vois. Voilà, moi je suis un peu circonspect là-dessus. J'ai critiqué Picard pour l'avoir fait, donc je vais pas me dire que dans le comics qui fait pareil, c'est bien. Sinon, je serais plus cohérent avec moi-même. Et attends, parce que ils l'ont fait avec quoi, Picard Picard, tu sais, ils ont installé un sous-programme qui fait que tous les vaisseaux de la Fédération sont reliés entre eux et peuvent obéir à une même, tu sais, à un commandement, on va dire, quelque chose d'unifié, et ce qui fait qu'ils sont hackés par les Borg qui transforment leur flotte. Ouais, au début de la saison 2. Okay. Non, saison 3. La saison 3, à la fin, la flotte de Starfleet se retourne contre la Terre. Ah ouais, ok, d'accord. Ouais, parce qu'ils sont en essaim, parce qu'ils sont communs, et je veux dire, ils ont pensé comme les Borg, alors c'est-à-dire de faire des satellites avec leur propre vaisseau, avec un esprit de ruche qui serait unifié par une seule personne, etc. Non, mais pour moi, c'est pas la même, ça a pas la même portée, si tu veux, donc c'est pour ça que Oui, mais je veux dire, là-dessus, c'est toujours pareil, c'est grosso modo, on a mis quelque chose dans les ordinateurs des vaisseaux pour leur permettre de faire ce qu'on veut. Donc voilà, c'est, je veux dire, voilà, il y avait une manière autre de faire ça. Il faudra la trouver. On va pas l'inventer là sur un coin de table, mais je pense qu'il y avait une manière autre pour moins, on va dire, prêter le flanc. Voilà. Sur le reste, comme tu dis, on en a vu les limites,
Mais voilà, c'est pas sans déplaisir de voir quand même quelque chose qui agrandit l'univers, qui remet la section 31 sur ses rails, qui pose enfin quelque chose d'intéressant dans un univers où on ne voit que des concours de gros vaisseaux, à celui qui aura le plus gros, pour taper sur les autres, parce que c'est comme ça qu'on gagne. D'avoir quelqu'un qui explique que, encore une fois, la menace est plus forte que l'exécution. Ouais, c'est sympathique. Voilà. Donc, voilà. Dans la KTL, variation, que demander de plus? À part peut-être un dessin, etc. C'est pour ça que moi je suis moins sur le dessin. À part que Kirk, etc. est plus d'influence. Mais bon, dans Boldigo, on va en avoir du vrai truc sur Kirk, etc. Donc d'avoir un pas de côté sur quelque chose qui agrandit l'univers, bah, on peut accepter. Vous m'avez pas l'air d'avoir trop de points de contradiction. Je ne sais pas vers où vous orientez d'autres. Non, mais moi, comme je te dis, j'ai dit où était le plus gros défaut du comics, donc voilà. Ok. Mais ça me va, hein. Moi après j'aime bien les émissions courtes, hein. C'est très bien. Ce sera l'une des plus courtes qu'on ait jamais fait. Tu veux quoi Bah, après voilà, moi comme j'ai dit, c'était pas ouf. Ouais. Par contre, j'aimerais bien qu'on parle de Manifest Destiny. Ouais. De souvenirs, de mémoire, je crois l'avoir plus apprécié que Conflit avec Mais Kitomer. je crois que ça doit être l'un de mes préférés après Kitomer Conflit en vrai. Parce D'accord. qu'il y a beaucoup de choses. Et je sais pas, c'est vrai que celui-là était hyper intéressant aussi. Et en plus de ça, il légitimise assez bien, même si tu le vois pas à la fin du comics, parce que ça reste quand même un comics où l'Enterprise il prend beaucoup dans la gueule. Ça légitimise assez bien pourquoi il a un design un petit peu différent dans Beyond, puisque c'est le dernier comics qui est sorti avant Beyond, il me semble. Ok. Donc en termes de continuité de l'univers, c'est vrai que ça se joue. Et puis il y a des bons personnages. Ok. On verra si on fait ça un jour ou pas. Parce qu'on peut, on peut faire quelques émissions. J'avais beaucoup aimé Manifest Destiny aussi quand je l'avais eu la dernière fois. Mais ça fait très longtemps, donc j'ai peu de souvenirs. Encore un Klingon albinos, hein, ça fait 3 ou 4. Alors oui, mais celui-ci, factuellement parlant, il est sorti avant celui de Discovery. Oui, mais après celui de Deep Space Nine. Klingon albinos dans DS9. Ouais, il y a Jadzia qui remet son équipe avec je sais plus comment il s'appelle ce Klingon qui était déjà présent dans TOS et ils vont s'en prendre à un Klingon albinos. Mais bon, ça n'a pas, c'est pas incroyable. Mais ça m'avait marqué qu'on voit des Klingons albinos à plusieurs reprises, c'est marrant. Bref. Bon, écoutez, vous voulez qu'on fasse une autre petite question en passant comme ça? Bah, vas-y. Alors une question de Rémi. Non, une question de Papa Chat que je suis pas sûr d'avoir compris, qui nous demande pourquoi lors du grand boom qui a vu l'explosion de tous les vaisseaux en distorsion et donc qui a vu la presque fin de la Fédération, n'est-on pas revenu au déplacement dans le réseau sporique? Est-ce que c'est une référence à Discovery saison 4? Oui. Saison 3. Saison 3, c'est The Burn. Il parle de The Burn. Enfin, en français, je sais même plus comment ça se. Mais parce que il me semble que toutes les infos et recherches concernant le moteur sporique ont disparu avec le Discovery, non? Oui, tout a été volontairement. Non. Oui, il me semble. Alors, je t'explique. La fédération du 33e siècle, je sais pas, est une idiocratie finie. Oui, ça, d'accord. Donc, nécessité fait loi. C'est pas moi qui l'invente. C'est vieux comme le monde. Et le vrai problème, c'est que quand nécessité fait loi, c'est-à-dire la nécessité, si elle est hors la loi, crée la loi pour se rendre légale. Voilà, parce que c'est un rapport de force, parce que c'est un besoin, enfin bref. Donc, tu as le moteur sporique. Voilà. Tu as c'est classé, machin, etc. Tu le prends, tu le déterres, tu enlèves tous les machins qui pouvaient l'empêcher et tu l'utilises. Alors, oui, mais justement, c'est pas que c'est déclassé. Ça, c'est pas que c'est classé, c'est que ça n'existe plus. Non, ça c'est pas possible. Ça, dans n'importe quel univers, aucune recherche ne peut être détruite de la sorte. Tu ne peux pas. Tu peux faire ce que tu veux. Je prends un exemple, tout bête. Il y a eu une bombe nucléaire qui a été inventée par des savants allemands, foutus dehors par les nazis, aux États-Unis. Voilà. Ensuite, il a fallu que les Russes la créent.
C'est-à-dire qu'ils sont partis d'observations, ils sont partis d'éléments. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu leur dire, au fait, les gars, c'est comme ça qu'on fait. Qui leur a dit E égale MC2. Voilà. Donc, ils ont essayé, en sachant vers où aller, comment retrouver pour construire. Donc, du moment que tu as dans tes archives quelque part un vaisseau qui n'utilisait pas le dilithium pour pouvoir se déplacer, avec la mention d'un réseau mycélien, etc., tu vas faire des putains de recherches. Alors, qu'on nous dise au minimum, alors parce que ça, c'est un grand classique de la mauvaise SF, c'est on a perdu la technologie. Alors que tu aies perdu des moyens de créer la technologie, mais que tu aies perdu la technologie, c'est pas possible. On laisse des traces, des choses incomplètes. Tu vois, il y a plein d'éléments qui font que des survivants, des suivants vont essayer de recréer, d'aller. Alors en soi, je suis d'accord, mais est-ce que ça veut dire pour autant qu'ils peuvent y arriver? Parce que, alors, tu me corrigeras peut-être là aussi. Crois-moi, ça me fait chier parce que ça veut dire quand même que, on m'oblige à défendre Discovery saison 3, quoi, mince. Et non, c'est pas, ça m'emmerde. Mais je sais par exemple qu'il y a des choses que on savait faire d'une certaine façon au Moyen-Âge, on ne sait plus les faire aujourd'hui. On n'arrive plus à comprendre comment à l'époque on a fait. Et ça, il y a plusieurs. Alors, j'ai pas d'exemple en tête parce que mes cours d'histoire ça remonte à 13 ans. Mais sauf que généralement, on ne sait plus comment on pouvait les faire à l'époque parce qu'on a inventé des process plus efficaces de nos jours. C'est ça, ce que tu cites, c'est ça. La couture, pas la couture, le maillage. Il y avait des savoirs. Alors ça, c'est ce qu'on appelle en apprentissage, c'est des savoir-faire. Les savoir-faire ne sont transmissibles que par l'éducation. Je prends un exemple, tu vois, sur les hauts fourneaux, pour savoir à quel moment il fallait, on va dire, les trucs étaient chauds. Il y a des gens qui entendaient, entendant l'oreille, certaines variations dans le bruit. Il y en a qui crachaient dessus pour le voir, et il y en a qui voyaient ça à l'œil. 3 savoir-faire différents pour 3 personnes qui arrivaient après à transmettre ce savoir-faire pour que les gens qui prenaient leur suite soient capables de faire leur boulot qu'ils font. Voilà. Donc, il y a des savoir-faire qui se sont perdus, c'est un fait. Ils n'ont pas été assez documentés, mais il y a aussi des savoir-faire qui se sont perdus pour la bonne et simple raison que on a trouvé des manières de procéder plus efficaces. Donc, on a créé de nouveaux savoir-faire qui ont remplacé les anciens qui se sont perdus. Je prends un exemple. Si on devait refaire les pyramides, vous croyez qu'on va prendre tous les mecs à les fouetter pour qu'ils puissent amener les pierres et tout? On va utiliser des engins. Ça a prouvé son... Non, ouais, pas d'accord. Voilà. Ouais. Mais justement, le fait qu'on utilise d'autres types d'outils, d'éléments, on va pas les construire de la même manière. Alors, comment ils ont fait à l'époque? Il y a des mystères là-dessus et tout. Mais ça veut pas dire que de nos jours, on ferait pas mieux. C'est ça la vraie question. Donc, dans ce que tu illustres, c'est s'il y avait eu un worldbuilding du genre vous êtes revenu avec le truc sporique, machin, très bien. On avait lancé plusieurs. Alors, je suis pas un grand spécialiste de Discovery, mais je me rappelle pas, je pense pas l'avoir entendu. Nous avons cherché et nous avions du mal à trouver. Non. Voilà, c'est-à-dire les recherches sont encore, nous avons machin, etc. Bon. Non, on y arrive et tout. Donc, à l'époque de Starfleet, ne pas être capable de mettre des informations codées quelque part et tout, voilà. Je veux dire, c'est comme si tu me disais, bon, c'est plus faire la bombe nucléaire, vous savez, on n'avait pas archivé comment on faisait, hein, vous savez. Non, mais en fait, surtout que je me dis, est-ce que dans l'utopie, qui est censée, encore une fois, j'ai pas envie de les défendre, surtout pas sur ce point-là, mais est-ce que dans l'utopie qui est censée être Star Trek, on est censé quand même avoir une espèce de réflexion, on ne serait pas capable de vraiment tout faire pour effacer des données en mode, c'est pas pour nous, c'est quelque chose qui nous dépasse, tu vois. C'est vraiment dans le sens réflexion humaine, de se dire ça peut se retourner contre nous et on préfère pas prendre de risque, on n'est pas prêt à ça, tu vois ce que je veux dire? Ce à quoi on te répondra, c'est bien beau quand on n'est que tout seul, mais avec les Klingons, les Cardassiens, les Romuliens qui tournent autour, il vaut mieux toujours avoir ça sous la main au cas où eux trouvent quelque chose et que nous, on devra avoir une réponse. C'est de la réelle politique. Oui, ça n'a rien à voir avec... C'est-à-dire, on peut estimer que non, nous n'avons pas utilisé ceci comme, on va dire, parce que nous estimons que ce n'est pas un avantage, qu'au contraire, ça fait plus de mal à des choses. Enfin, il y a plein de raisons, tu vois, qui font que on peut se faire une règle pour nous-mêmes, mais on ne va pas l'abandonner pour autant parce que on ne sait jamais ce que des potentiels adversaires ennemis de notre groupe seraient capables de faire. Donc, je rappelle quand même que Picard en a pu transférer sa conscience dans un golem
Et dans Discovery, on nous sort que on n'a pas réussi depuis 8 siècles. Les mecs, ils font quoi? Je sais pas, interrogez-vous, on en était où il y a 8 siècles? En 1200. Hein? Regardez la progression. On transférait pas déjà des consciences il y a 8 siècles? Non, mais regarde déjà ce que c'est que la médecine, quoi. La médecine, qu'est-ce qu'elle a fait en 8 siècles? Même sur l'art. Okay. Tu vois, enfin bref, 8 siècles, c'est énorme. Bref, là, on en revient de manière positive par rapport aux comics. C'est que les comics ont vraiment voulu agrandir les univers en gardant ces structures. Voilà. Donc, par rapport à Discovery, le positif de Discovery, il n'est pas dans ce world building. Je sais pas si... Non, je veux dire, moi j'étais le premier. J'étais le premier à la fois content et inquiet qu'il nous fasse un bond dans le futur parce que ça allait arrêter de mettre des incohérences majeures vis-à-vis de l'existant. Bon, parce que là c'est un terrain vierge et tout. En même temps, j'avais très peur de ce qu'ils allaient faire du futur. Bon, ils ont voulu faire quand même une fédération qui est un ramassis de gentils. Bon, voilà, je m'en contenterai. Parce que bon, je trouve quand même que voilà, on est à des années-lumière d'un véritable world building tel qu'il devrait être. Mais bon, si je dois dire quelque chose de positif de Discovery, c'est que la saison 3 et la saison 4 arrêtent avec cette volonté d'essayer de nous éroder pour faire, vous comprenez, l'utopie, c'est pas ça, nous on va vous montrer un peu plus les choses noires, la face noire, parce qu'il y en a toujours partout. Déjà, sois capable de faire une face lumineuse et après tu viendras me parler que, bien entendu, dans les coins, dans les recoins, tout n'est pas totalement lumineux. Ok. Mais d'abord, fais le travail, au lieu de m'expliquer que comment je le matine, etc. ou autre. Je rappelle que dans Discovery saison 1, on torture un animal pour faire avancer le vaisseau. Même de nos jours, je veux dire... tu vois, ils auraient dû s'en rendre compte plus tôt. Voilà, on s'en rend compte, machin, etc. Voilà. Tout ça pour voir qu'après, dans Discovery, on voit très bien qu'on n'avait pas besoin de passer par là. Hein, on pouvait faire avec un humain consentant et tout, etc. Donc ça veut bien dire qu'il y avait une alternative et que à ce moment-là, ils n'ont cherché aucune alternative. On dit, ah oui, mais vous comprenez, c'est la guerre, c'est méchant, etc. Bref, non, ce sont des simplismes pour simplement essayer de nous dire que votre univers à vous, il est différent. Il n'est pas aussi... voilà, bref, c'est un rapport à l'utopie, on peut en parler pendant pas mal de temps. Ouais. On fera peut-être une émission sur qu'est-ce que c'est l'utopie. Oui, un jour. Et donc, pour dire ça, par rapport au Discovery, ils ont essayé d'expliquer pourquoi la fédération a été morcelée du fait du burn. Alors, j'avais vu il y a très longtemps, pour vous dire, une idée comme quoi il y avait un déchirement dans le subespace qui a mené à ce que l'utilisation du warp n'était plus possible. C'était des poches, en fait. C'est quelque chose que j'avais lu dans les années 2000 qui expliquait, imaginez les années 2500, 2600, 2700, qui s'inspire de Force of Nature, de TNG, dans lequel on voit le subespace être justement déchiré et tout. Et je veux dire, ça suffisait. Pourquoi créer ce burn? Juste pour pouvoir le résoudre d'un coup de cuillère magique. Parce que je sais pas, peut-être parce que le côté pollution, ça n'a pas plu, parce que c'est une allégorie de la pollution, en fait, tout simplement. Et alors que je trouve que, justement, avoir une fédération qui essaye de se maintenir malgré le fait qu'il y a des routes plus longues, des machins qui... Enfin bref, il y avait un véritable terrain. Mais tu sais que le pire, c'est qu'ils ont cité ça aussi. Parce qu'ils le citent au début de Discovery, comme quoi les Gorn, à un moment donné, ils ont utilisé une bombe, je sais pas trop quoi, de je sais pas quelle matière, et que du coup, ils ont... T'as une grosse poche. Voilà, une bombe isolytique, c'est plus légal, c'est plus machin partout, parce que les Gorn en ont utilisé une et ils ont foutu la merde sur 2 années-lumière. Une énorme poche de subespace dégueulasse de 2 années-lumière dans laquelle tu ne peux pas voyager dans distorsion. Voilà, donc ils connaissent ils connaissaient leur sujet. Hein. Ils l'ont juste pas utilisé. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Hein. On se comprend là-dessus. Voilà, donc ce que j'ai à dire, et quand on est positif, je redirais que le burn, il vaut mieux pas trop essayer de chercher à comprendre parce que ça tient pas debout. Et si on veut kiffer Discovery, il faut regarder ailleurs que dans cette histoire de burn, même si c'est l'intérêt général c'est le fil rouge conducteur de la saison 3 de Discovery. Margot ? Oui, je suis là. Je suis toujours là. Pas. Et toi, les dernières saisons de Discovery? On va pas positif. Positif. Positif, de très bonnes idées, mais mal exploitées.
Ça, c'est ce que tu dis, touche. Qu'est-ce qu'il y a, Rémi? Quoi, Rémi? On dirait le truc de cours classique qu'on a tous à l'école. Bref, sur nos rédactions. Ok. D'autres questions ou pas? Non, pas ce soir, là, rien de plus pour le moment. Moi, j'en ai Merci. une, tu vas voir. Oui, on t'écoute. S'il va sortir encore. Putain. Non. Alors, c'est simple. Hein. Je veux un seul arc. D'accord? Okay. Un seul arc comics Star Trek. De tout. KTL, pas KTL, machin, etc. Moi, j'ai lu que les KTL déjà, donc si tu veux. Voilà. Et justement, tu as pas lu Year 5? Non. Ah. Il faut que je finisse Year 5. C'est dommage. Year 5, c'est très intéressant. Voilà. Donc, ma question sera simple. De toute façon, tu as lu ceux de la KTL, c'est déjà une base. Celui que, on va dire, voilà, il y a un gros burn, hein, ils disparaissent tous, lequel vous gardez pour éviter que, voilà, lui, il doit survivre. Lui, il doit être transmis aux générations futures. D'accord, ouais, en termes d'héritage, en termes de rapport avec l'univers, quoi. Non, par rapport à vous, hein, c'est-à-dire, non, celui-là, j'ai trop kiffé, j'ai pas envie qu'il parte au feu, quoi. Attends, de quoi par contre? J'ai pas compris tous les comics. Si tu dois sauver un arc de comics Star Trek que tu as lu, lequel tu sauves? Okay. Un seul. Oula. Donc Rémi, ça sera plus rapide, vas-y Rémi. Alors, je n'ai pas encore commencé à lire ce qui apparemment est excellent, la nouvelle série Star Trek, mettant en scène Ben Sisko et Worf, mais qui apparemment pète tous les scores. Mais ouais, je dirais Year 5, peut-être toute la partie qui concerne les Tholiens, que j'avais vraiment bien aimé, mais en soi... Ah non, ça y est, je sais, Starfleet Academy, KTL. Ah ouais, c'est pas mal. Ça, c'était vraiment chouette. Sympa, hein. C'était très agréable à lire, c'était rigolo, c'était fun et c'était trekien dans ce que je considère. Et il y avait des nouveaux personnages intéressants. Mais ils nous ont collé T'Challa au milieu du Rambo de Lego et ça c'est devenu nul à ce moment-là. Hein? De quoi? Bref. Non mais c'est pas grave. Hein. Ouais. Vas-y alors les autres, Margot. Ben pareil, j'avoue, j'avais bien aimé Starfleet Academy en vrai. Après, Year 5 m'avait fait une très grosse impression aussi. Il faudrait que je le relise et que je lise la fin surtout parce qu'au final, je ne sais toujours pas comment la 5e année de l'Enterprise dans TOS. Donc j'ai très très envie. J'avais vraiment beaucoup aimé les dessins, les histoires étaient vraiment intéressantes et tout. Donc ouais, sur ce point-là, je suis assez d'accord. Donc je pense que peut-être ce serait celui que je sauverais. Et oui, c'est même pas de la KTL, désolé Guillaume. Non, moi je Après, il y a des arcs de la KTL, il y a des arcs de la KTL que j'adore aussi. Hein. Tous les arcs avec le multivers, avec le monde miroir et tout ça aussi, ils étaient vraiment super. J'avoue que Boldigo partie 3 était cool, même si pas exploité à fond selon moi, mais moi je trouve qu'ils sont déjà allés trop loin. Enfin, c'est le Media Comics qui permet ça aussi, mais j'aime bien le fond, j'ai la forme à quelques limites que voilà. Je sais pas moi. T'as cité quoi avant? Ah ouais, les arcs. Ouais non parce que oui, t'as cité les arcs aussi avec le multivers. Et à une incohérence près, c'est vrai que j'avais beaucoup aimé aussi le comics avec les versions gender bendées de tous les personnages. Oui. Voilà. C'était rigolo, ouais, cool. C'était intéressant. Voilà, ça vient d'une incohérence monstre, mais c'est pas grave. Et pas incohérence vis-à-vis de la Kelvin Timeline. C'est simple. Comment tu veux que Kirk vienne au monde quand sa mère est en train de crever sur le Kelvin parce qu'elle va le percuter le Narada? Parce que dans le flashback, c'est vraiment sa mère en fait. Sur le fauteuil de l'USS Kelvin. Oui, mais elle est pas enceinte à ce moment-là. Enfin, je veux dire, elle a sûrement déjà accouché, non? Ben oui, mais d'accord. Alors ça veut dire que du coup, dans cette timeline-là, alors que c'est censé être exactement le même univers avec juste l'inversion des sexes, ça veut dire que du coup, il y a un changement par rapport à l'autre. Oui. C'est ce sur quoi il serait logique. Bah, ce serait logique. Je trouve ça un peu dommage de changer cet événement-là qui est un petit peu. Je sais pas, c'est le truc qui se passe, c'est le jour de la naissance de Kirk que ça se passe, tu vois. C'est juste ça. Donc oui, c'est vrai qu'elle est pas enceinte, mais
sais pas, comme c'est censé. Non, mais je veux dire, comme tout est censé se passer exactement pareil, il y a juste les sexes qui changent, effectivement, ça crée un truc où tu dis, ouais, enfin, du coup, elle est obligée d'avoir accouché avant, quoi. Ouais, effectivement. Elle éjecte le bébé pendant qu'elle se jette sur le Narada. Non, mais en soi, bon, si l'accouchement n'était pas quelque chose d'aussi douloureux sur le moment, en soi, ça pourrait passer si elle actionnait un téléporteur. Parce que on ne sait pas si les téléporteurs du Kelvin marchent. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a quelqu'un. Téléporté hors du ventre de sa mère, trop bizarre. Alors, quelle horreur! Alors, à un moment donné, ils en parlent d'un truc comme ça, c'est pas un bébé. Ils en parlent d'un truc comme ça dans du Stargate. Voilà. Burke. Non, je pense que j'ai à dire, Burke. Je pense pas que tu diras Burke quand on en sera à ce moment-là, en fait. Mais tu dis, moi, quand ils en sont à ce moment-là, je me dis, mais oui, pourquoi ils n'y ont pas pensé avant? Putain. Mais enfin bref. Et je sais pas, moi, quel arc tu veux que je sauvegarde en vrai. C'est vrai que Starfleet Academy, c'était super cool en vrai. Mais non, j'hésiterais entre Starfleet Academy, le conflit Kitomer ou justement Manifest Destiny. Mais je saurais pas dire honnêtement des trois, je saurais pas dire. Voilà. Donc ça permet juste de rebondir. Donc il y a un consensus sur Star Trek, Starfleet Academy. Rémi, pourquoi est-ce que toi il t'a autant plu? Parce que on avait de nouveaux personnages qui vivaient des aventures non nostalgiques, c'est-à-dire il y a quelques personnages, il y a Uhura notamment qui revient au milieu et Kirk qui est un peu présent, mais déjà bien en retrait. Bon, il y a quelques personnages, mais ils sont plutôt en retrait. Donc c'est très orienté vers de nouveaux personnages et vers l'avenir, c'est-à-dire que ce sont des personnages qui apprennent à travailler en équipe. Il y a le personnage principal est une Vulcaine qui apprend à travailler en équipe, quoi, tout simplement. Il y a un Andorien qui apprend à être moins sur l'action. Je me souviens plus l'équipe. Il y a une humaine qui. Il y a deux humaines. Il y a une humaine handicapée. Oui. Bref, voilà, c'était chouette, c'était léger, fun. Ouais. Il y avait mais pas cohérent. Cohérent. Il n'y avait pas de notion de il faut sauver la galaxie et tout ça. Ça. C'est cool. Et t'avais aussi des tempéraments très distincts chez les personnages, même chez les deux humaines. T'en as une asiatique et une hispanique, il me semble. T'en as une, je crois que c'est Gomez et l'autre c'est, je sais plus, Chan, un truc comme ça. Varese. Gomez peut-être. Je sais plus ce que c'est cette référence, putain. Et c'est la Shani asiatique qui est handicapée, du coup, qui est probablement tétraplégique d'ailleurs, parce qu'elle a un exosquelette réparti sur tout le corps. J'ai trouvé le concept très très cool en vrai. Ce genre d'exosquelette, j'ai trouvé ça très très cool. Et le design est assez cool, colle parfaitement au design de Kelvin, qui est une humaine qui est par exemple beaucoup moins expressive et beaucoup moins extravertie par exemple que ne l'est l'autre humaine, du coup l'espagnole. Donc, je me souviens plus de tout de son nom. T'as un alien aussi qui doit apprendre à communiquer parce que je crois que son nom c'est Kabentair ou un truc comme ça. Et il était cool lui. Il était très cool parce qu'il parle par expression, enfin pas façon Tanagra, mais je sais plus comment il définit ce truc. Et c'est vrai que c'était assez bien défini. L'Andorien qui est un fils de noble Andorien, de haut placé Andorien, et son père n'aime pas, ça c'est un petit peu aussi plus développé dans les Boldigo, il n'aime pas que son fils ait rejoint Starfleet parce que pour lui c'est moins haut que ce qu'il aurait pu faire, un truc comme ça, donc il n'a pas la reconnaissance de son père. Et tu as cette Vulcaine du coup, Tilaan, du coup qui est, d'ailleurs c'est assez marrant parce qu'elle est un petit peu chapeautée par un amiral de Starfleet, Tellarite. Et tu as Tilaan du coup qui, comme tu dis, doit apprendre à travailler en équipe et surtout affronter un petit peu le regard de ses congénères et desquels elle doit gagner un respect, puisque justement il y a beaucoup de Vulcains qui se disent mais pourquoi tu vas à Starfleet alors que notre planète vient d'être détruite? Starfleet n'a pas besoin de toi, nous oui en fait. Donc ce qui est aussi un petit peu le dilemme de Spock à certains moments dans Beyond notamment. Et ouais, c'est vrai que le comics était très intéressant pour ça, putain. Oh, qu'est-ce que j'en aurais voulu d'autre? Et Margot? Oui. Starfleet, qu'est-ce que tu as à en dire?
un peu du même avis de Guillaume. Pareil, j'avais trouvé ça super sympa et comme disait Rémi, c'était très léger et tout. C'était pas prise de tête. Les personnages étaient tous très différents les uns des autres, en couleur et tout, dynamique. C'était cool, franchement. Après voilà, après c'est pas forcément le truc le plus extraordinaire qui existe dans l'univers de Star Trek. Faut pas déconner non plus. Mais vraiment, c'était un petit comics agréable, franchement, et pas de mauvais points en fait en soi. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut voir de Star Trek là récemment, depuis la quête elle existe et tout, on pourrait dire qu'il y a des mauvais points sur certains trucs et tout, mais alors là vraiment c'est que du feel good en fait. Donc c'est plutôt sympa. Et là j'ai une question. Qu'est-ce qui fait que ce genre on va dire de récit, de dramaturgie peut être importé des idées qu'il y avait déjà sur quelque chose qui aurait pu avoir lieu dans l'US Navy, etc., l'US Air Force, l'US Army, etc. Donc, qu'est-ce qu'il y a de véritablement, au-delà du décorum de Star Trek, etc., qu'est-ce qui, pour vous, amène on va dire, une vibration trekkienne? Quand j'ai une vibration, je crois qu'on avait déjà discuté ça dans l'émission justement sur ce qu'était Star Trek et tout ça, je crois. Oui, mais par rapport à Starfleet Academy, du coup. Par rapport à Starfleet Academy. Ah, dans Starfleet Academy. Oui, c'est-à-dire que j'entends, c'est feel good, personnage attachant, mais je veux dire, on n'a pas besoin d'être dans l'univers Star Trek pour écrire une histoire de feel good avec personnage attachant dans une école militaire. D'où ma question. T'as quand même du contexte, je veux dire, si le comic s'appuie quand même sur le contexte, que ce soit par rapport à Vulcain, tout ça. D'ailleurs, les personnages de Starfleet Academy reviennent plus tard dans un autre comics, justement, et le personnage andorien, d'ailleurs, est assez au centre de l'histoire, justement, parce qu'il y a une... Oui, mais je comprends bien. Mais je parle avec Andoria et tout, tu vois. Je parle dans le comics en lui-même. Qu'est-ce qui donne on va dire, une vibration trekkienne pour vous? C'est-à-dire, je change, je mets ça dans l'univers de Ziorville, je mets ça dans l'univers on va dire contemporain, je mets ça avec, bien sûr, un background, enfin bon, moi j'adapte. Mais qu'est-ce qui ferait que non, ça je peux pas? C'est vraiment un élément qui est très trekkien et qui amène ce comics à être vraiment quelque chose qui nous rappelle qu'on est dans l'univers de Star Trek, en dehors du décorum, en dehors des vaisseaux, des costumes, enfin des uniformes et tout. Y a-t-il une découverte de nouveaux mondes étranges? Y a-t-il une remise en cause on va dire, de l'autre, plutôt comme une ressource d'apprentissage et de soi-même? Y a-t-il quelque chose? Il semble qu'il y a un dilemme à un moment dans le comics, mais il y a une histoire d'un vaisseau perdu dans l'espace. Dans une nébuleuse. En fait, voilà. le deal de ce truc, c'est que les cadets doivent s'entraîner en équipe de plusieurs pour remporter je sais plus si c'est des concours ou des examens, quelque chose de plus sérieux. Et ils ont chaque équipe a un petit vaisseau où ils sont 5 dessus. Du coup, tu as cette équipe-là dont on a parlé. Et ils ont ordre de ne pas traverser cette nébuleuse parce que la dernière fois qu'un vaisseau s'y est aventuré, c'était à l'époque du capitaine Archer, peu de temps après la création de la Fédération. C'est un vaisseau NX-04 ou 05, je sais plus, bref, on s'en fout. Enfin, c'est de classe NX, quoi, qui est porté disparu depuis. Voilà. Et le dilemme, c'est que Tilan va résoudre un problème que Uhura avait elle-même rencontré à l'académie quand elle étudiait dans les communications. Parce que oui, ce qui change également dans ce comic, c'est que Tilan, Vulcaine, se destine plus à une carrière dans l'ingénierie que dans les sciences, en fait. Même peut-être plus dans les communications que dans les autres. Ce qui est assez novateur pour du Star Trek, parce que la plupart des Vulcains qu'on a, c'est toujours des scientifiques, c'est toujours des bleus. Donc ça aussi, j'ai trouvé ça intéressant. Je sais pas, est-ce que tu veux, maintenant que je t'ai éclairé sur le contexte, est-ce que tu veux reprendre, Margot? Après, je me suis rappelé exactement avec précision des événements, de ce qui se passe, quel est le dilemme exactement, mais
Le gros du dilemme, c'est que ils doivent apprendre qu'ils doivent apprendre tous à coexister parce qu'ils sont très différents. T'en as un qui sait pas communiquer, t'en as un autre, c'est un excité de la gâchette, t'en as une autre, c'est une cotorep des guibolles, t'en as une autre, c'est une nana qui peut pas s'empêcher de parler tout le temps, grosso modo, et t'as la vulcaine qui, elle, c'est une vulcaine, donc ça veut dire que elle, c'est le silence et la solitude, et c'est c'est faire son boulot de son côté. Et je crois qu'au départ, c'est quand ils partent dans le vaisseau, parce que c'est la dernière épreuve qu'ils doivent faire, c'est pas les mieux classés, c'est pas la première équipe dans le classement. Et c'est justement parce que ils se sont pas totalement fait confiance ni à eux-mêmes ni aux autres. Et c'est durant ce voyage-là qu'ils vont essayer de s'écouter. Et ce sont les cadets qui vont ils vont prendre la décision collective, je crois, de passer dans cette nébuleuse. Ils vont se retrouver piégés avec le NX-04 ou 05 et en fait c'est eux qui vont trouver la solution en aidant l'équipage du NX à se sortir de là. Donc, si tu veux, il y a ce concept. Après, c'est toujours applicable dans d'autres séries. Il y a toujours ce concept de oui, les autres sont, comme dit Matou, les autres sont en moyen d'apprentissage. On arrive à faire plus de choses de façon collective en alignant nos savoirs, en bâtissant des ponts, qu'en érangeant des barrières. Donc, on arrive à aller plus loin. Il y a aussi une résolution d'un problème, même si c'est un problème qui est créé par le comics. Donc, c'est le vaisseau de portée disparue depuis 100 ans. Que même Uhura n'a pas réussi à comprendre ce qu'elle percevait dans les basses fréquences ou je sais plus quoi, que c'est Tylan qui va réussir à savoir ce que c'est, à comprendre ce que c'était. Voilà, donc tu as, oui, pour répondre à la question histoire de, pour moi, oui, il y a du trekkie, il y a quelque chose de trekkien là-dedans, en tout cas d'assez trekkien là-dedans, dans son rapport avec l'autre, dans le fait de mettre au service ses compétences pour la collectivité, de savoir que la collectivité, que les autres vont mettre leur service à vont mettre leurs compétences à ton service et à celui de la collectivité. Il y a une rêverie du futur, en gros. Parce que moi, voilà, aussi, en tant que personne handicapée, je rêve du jour où j'aurai un truc technologique pour corriger mon handicap, pour le supprimer. Ce qui est le cas là-dedans, puisqu'on voit une personne tétraplégique qui pourtant arrive à vivre parfaitement bien, fait son métier et tout et tout. En plus, encore une fois, c'est agréable à regarder. C'est pas des trucs avec des, tu sais, les premiers exosquelettes, là, on commence à en avoir. Au niveau du visuel, c'est dégueulasse, tu vois. C'est encombrant, c'est dégueulasse et tout. Là, t'as un truc, c'est un design blanc épuré. En plus, ça répond parfaitement bien à Kelvin Timeline. Donc, t'as tout ce côté, effectivement, utopie, rêverie, etc. Et derrière, t'as un concept de SF, un vaisseau piégé dans le temps parce que machin, tu captes pas ses fréquences parce que, en fait, il est piégé dans une espèce de ralentissement temporel où, quand pour toi il se passe 100 ans, pour lui il se passe 4 heures. Donc, forcément, il envoie des SOS, toi, tu captes une bribe d'information toutes les 30 ans. Non, mais bon. Tant pis, on est pour les nuls. Non, mais comme tu dis, là, tu viens de décrire exactement, c'est-à-dire un mystère, une équipe, un mystère SF, une mission qui amène à se faire confiance mutuellement et à mieux apprendre sur soi-même, des savoirs mis en commun et on va dire une organisation autour, des institutions qui sont plutôt bienveillantes, fermes, mais bienveillantes. Et qui savent reconnaître. Et donc là-dessus, tu vois, sur tout ce que tu décris, on comprend qu'on peut développer facilement du feel good. Oui. Ouais, tout à fait. Oui, mais il me semble que justement à la toute fin, l'un des derniers dialogues entre les étudiants, c'est après voilà aussi il y a aussi ce côté-là. Il me semble que les personnages ne sont pas nécessairement jugés par leurs aptitudes. Il me semble que la dernière image du comics, c'est la Vulcaine qui dit clairement on a fait nos concours, on s'aime beaucoup, on est des frères d'armes, etc. parce qu'on a vécu certaines choses. Mais ça n'empêche que je retourne étudier dans mon coin parce que c'est aussi ce que j'aime. Et personne ne la juge pour ça, il me semble. Et il me semble aussi qu'à l'un des derniers dialogues que toute l'équipe a ensemble, tu as justement l'extraterrestre chelou qui arrive pour la première fois à balancer une plaisanterie, un truc comme ça. Donc il y a aussi une évolution de chacun des personnages pour mieux interagir avec les autres et se comprendre mutuellement. Toi aussi, cet avancement, il me semble. C'est flou un petit peu, mais il me semble. Voilà, donc on sauvera Star Trek, Starfleet Academy. Et on parlera bientôt parce que tu n'as pas répondu à ta propre question, toi non plus. C'est quoi que tu sauverais comme comic book? Parce qu'après on va quand même s'arrêter. Non, bon, ce sera rapide. J'ai plus le truc en tête, mais c'est dans Bodigo, je pense, celui où on a l'IDIC. Ah le dernier arc, tout le dernier arc avec les multivers. Voilà. C'est IDIC. Voilà, c'est ce qui me semblait. Donc tout simplement parce que quitte à être un univers parallèle, autant y aller franco dans les univers parallèles, le multivers. Voilà.
fait pas de mis-semblant, on y va vraiment. C'est clair que là, ils y sont allés franco. Hein. Ouais, mais voilà, il faut y aller franco. Les plantes, les trucs gazeux. Voilà, c'est ça. Mais j'adore l'épisode de TNG qui est parallèle, l'un des premiers, etc., avec ses variations, avec tout ceci. Il faut comprendre qu'un univers parallèle te donne une licence pour faire quelque chose. Alors, dans Strange New World, on décide de faire un Kirk qui perd au bluff et qui se fait fumer. Voilà. J'ai pas l'impression que c'est ce qu'il faut faire avec des variations. Tu peux, mais il faut que ça ait un sens. Il y avait par exemple dans Parallèle, il y avait un Riker qui était prêt à refuser parce qu'il voulait pas retourner dans l'enfer qui était le sien et qui commençait à désobéir à l'ensemble de la stratégie. Oui. Voilà, je veux dire, c'est bien sûr, mais ça veut dire que donc ça montre que tout le monde a, c'est pas dans tous les univers un point de rupture, ou bien que tout dans les univers, tout le monde n'est pas identique. Enfin, voilà, il y avait ça. Là, ça avait un sens. Voilà. Donc, dans l'IDIC, oui, ils y sont allés, mais justement, vous arrêtez pas en chemin, les mecs. Allez-y, exploitez les concepts, allez jusqu'au bout. De toute façon, les multivers a toujours la possibilité d'être, tu sais, un moment, bien entendu, où tout le monde va retrouver dans ses pénates plus ou moins quelques variations qui peuvent venir pour ouvrir des portes. Mais voilà. Ce que j'aime là-dedans, c'est pourquoi je le sauverai, parce que c'est l'IDIC. C'est quoi l'IDIC? Regarde. C'est quoi Star Trek? Regarde, voilà, plusieurs variations possibles dans un seul. C'est quoi Kirk et tout ça? Regarde, son rapport avec Mitchell, etc. Après, la variation, les univers parallèles et tout, c'est pas... comment dire? C'est pas... mince, c'est quoi le mot? C'est pas réservé qu'à Star Trek non plus. Non, mais c'est la version Star Trek. Surtout que Star Trek parle de l'IDIC. Donc autant bien montrer à partir de l'univers parallèle ce que c'est que l'IDIC. Oui, c'est vrai. Donc voilà, bien sûr, le Marvel, etc. Plusieurs univers. On avait DC jusqu'en 85 où ils avaient tellement de trucs parallèles qu'ils ont fait Crisis en Infinity Earth. Mais bon, tout ça pour dire que Star Trek, comics, justement, tu peux te lâcher. Parce que si tu veux le faire en vrai, etc., ça serait quoi? Voilà l'utilisation pour moi du médium, l'utilisation de la Kevin Timeline et qui permet de montrer, essayer de voir, parce que l'histoire en elle-même, c'est un classique du comics, mais c'est bien exécuté. Ouais, moi j'aimerais bien une série Star Trek What If, comme ils ont fait pour Marvel. Oh non, c'est bon, ça casse les couilles, ça. Pardon. Oh non, c'est c'est sorti du cœur, Rémi. Je suis désolé. Non, moi, les what if, les machins, c'est de la pure nostalgie. Je supporte pas ça. Ça dépend. Créer de nouveautés, avancer, passer à autre chose, créer des nouveaux personnages, raconter d'autres histoires. Rémi, je suis d'accord aussi. Mais c'est bon. On va pas tourner autour du pot, raconter tout le temps les mêmes histoires. Alors oui, non. Justement, qu'est-ce qui se passerait si au lieu d'être un homme, c'était une femme, machin. Ouais, c'est bon. Tu racontes une autre histoire avec une femme et tu dis c'est un peu la même chose. C'est bon, t'avances. C'est s'enfermer soi-même dans un cercle. Ça m'énerve. Désolé, j'ai fait mon. Ouais. Non mais Rémi, tu as raison sur un élément. Si c'est pour juste nous montrer qu'est-ce que ça donnerait s'il avait un t-shirt vert plutôt qu'un t-shirt bleu, c'est intéressant. Par contre, si le what if, d'ailleurs, j'enlève le mien. Regarde Rémi, si le what if il porte sur des éléments beaucoup plus forts de l'univers, qu'est-ce qui se passe si il y avait une réunification de Vulcain et de Romulus avant la Fédération? Qu'est-ce qui se passe si, tu vois, Khan avait, on va dire, gagné son putsch et que l'humanité aurait été plutôt augmente? Tu vois, quitte à faire des variations, tu vois, autant les faire, non pas, tu as raison, sur si c'était un homme et c'est pas une femme, autant les faire, tu vois, sur des éléments structurants de l'univers qui nous permettraient d'aller plus loin dans... parce que tu sais, c'est toujours pareil, c'est une définition par l'absence. Tu vois, alors oui, non, j'apporte la petite pierre, puisque tu vous parlais de What If comme ça. Moi, justement, je suis désolé, justement, le premier épisode de What If avec Captain Carter plutôt que Captain America, il m'a beaucoup plu, parce que c'est aussi une période où la femme était sous-considérée encore plus qu'aujourd'hui, pendant la Seconde Guerre mondiale, donc le propos est pas incohérent, sachant que du coup, à côté, t'as Steve Rogers, ça reste le petit gringalet de 1m30, tu sais. Donc le propos est pas incohérent, et comment ces personnes se débrouillent. Et derrière, effectivement, l'univers traite par ça. Je crois que c'est le 3e épisode. Il te dit grosso modo de What If, donc c'est exactement le concept que tu décris. Ça se passe comment en 2012 si t'as un Avenger sur 6 qui est en vie? Oui, mais le problème, c'est que dans les comics, tu peux, parce que c'est très centré sur les personnages et ce sont des super-héros et autres.
Star Trek, justement, si tu le définis comme étant un univers avant tout, un univers de world building, etc. Ah oui, non, mais je suis d'accord, il y a des choses que tu peux faire et que tu peux pas faire. On peut toujours se dire, regarde, pour prendre l'idée de Rémi, et si à la place de James T. Kirk, on avait son frère, voilà. Oui, si non, mais là-dessus, on avait Spock. Non, mais là-dessus, je suis d'accord, effectivement, parce que ça change pas grand-chose d'un point de vue, mais c'est juste dire juste que c'est le contexte aussi qui est important, c'est l'univers autour qui est important. Si dans du Star Trek, effectivement, comme tu dis, tu changes d'un sexe à un autre. Lorca, oui, Lorca a dit context is for the king. Oui, c'est une citation, grosso modo. C'est Lorca qui l'a dit, c'est Lorca, c'est tout. Voilà. Grosso modo, on s'arrange avec les règles parce qu'on est puissant. Merci. Ah ben c'est Lorca. Voilà. C'est pas canon. Allez, je pense qu'on a fait le tour et qu'on mais va voilà, donc on n'arrivera pas à se mettre d'accord sur un. On n'arrivera pas à se mettre d'accord là-dessus, sur un moi, je suis pas. Ça, je suis. Ouais. Voilà. Mais après, oui, un what if bien écrit restera toujours mieux que quoi que ce soit de mal écrit. Après, je te dis what if, regarde la série Marvel, c'est l'une des plus petites, enfin c'est probablement l'une des plus petites budgets de l'univers. Tu vois, je demande pas non plus un gros truc live action de malade à plusieurs millions, tu vois. Juste un truc à côté, tu vois ce que je veux dire. Rémi, après, ce que Guillaume demande, c'est du what if. Hein. Oui, mais oui. Voilà. Rémi, ce qu'il demande, c'est qu'il y ait un épisode what if, Coulson is a captain of Starfleet. Non, ça c'est moi ça. C'est pas Rémi, voilà. C'est moi ça. Pardon. T'as dit Rémi. Guillaume. Non, mais je disais à Rémi, regarde, Guillaume, ce qu'il veut, c'est un what if. Ouais. Ok. Voilà. Ah, mais je suis désolé, hein. Tu mets Clark Gregg dans la thune d'amiral d'Into Darkness, je suis sûr que ça lui va comme un gant. Je suis sûr qu'il aurait de la gueule. Bien. Ben écoutez, merci. Donc on a fait notre positif sur les comics, nous avons balayé, nous avons été bons. Parce que le positif, il faut se l'appliquer à soi-même. Et j'ai été bon. Et modeste. Aussi. Merci. Merci à tous les trois pour cette émission. Je vous en prie. Attends, on va faire un truc très simple. Hop. Désactiver le son. Ok, merci à tous les trois pour cette émission. C'était très agréable de vous avoir. Merci beaucoup, Guillaume. À très bientôt. Merci. T'as mute qui là? J'ai muté Matou. Mais merci à toi pour. Oh non, je t'en fais pas celle-là. C'est bon, j'ai fait plusieurs fois le comique de répétition, ça va bien. Merci et puis à la prochaine pour une autre émission. Voilà. À très bientôt. Merci beaucoup Margot pour cette émission. Mais de rien, j'étais contente d'être là, même si j'ai pas été très pour le comics qui te meurt, parce que j'avais pas grand chose à dire dessus, mais bon, c'était quand même un plaisir d'être là. Donc, voilà. C'est vrai. Merci beaucoup à toi Matou. Apparemment, tu as réussi à te unmute tout seul. Tu es incroyable, tu es autogéré. Bravo. Merci à moi. Bonne soirée à toutes et à tous. À très bientôt. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Wow. Galaxy Pop.